Et bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui un méta report parce qu'il y a eu un tournoi. Alors, un tournoi de 42 joueurs qui s'est déroulé, je crois, lundi de cette semaine, hein, le 11 août. Et c'était organisé par Battle Beer Trading Card Games. Et ça, c'est un magasin, comme on peut le voir, allemand, Himmelslechten. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. On va voir du coup quels sont les decks qui ont perf dans ce tournoi avec les premières cartes du set 5 dans des decks compétitifs. On va voir ça tout de suite. On va commencer par le premier deck, et le premier deck qui arrivait top 8 du coup, eh bien c'est celui-ci. C'est pas du jaune, c'est pas du jaune. Alors du coup, il y a du gris néanmoins, donc le style song, voilà. En tout cas, on sent, enfin on va le voir après de toute façon, mais on sent que le style song, voilà, il ré-up, on va dire, un petit peu. Alors pour le violet gris du coup, hein, le améthyste acier, le bounce mid-range, c'est un deck bounce mid-range. Alors du coup, il n'a pas tellement changé, un petit peu comme la majorité des decks de ce top 8, hein, il n'y a pas réellement eu de gros changements, à part sur un deck qui vraiment on ne le voyait absolument pas. Ça sera sûrement le prochain, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est toujours ça, c'est toujours des ajustements de decks déjà existants, et il n'y a pas, il y a presque pas, on va dire, de nouveaux decks, vraiment de decks qu'on ne voit jamais. Alors ce serait bien d'avoir quand même les mêmes combinaisons de couleurs de decks déjà connus, mais avec une autre stratégie de jeu, voilà, avec d'autres cartes, ce serait quand même pas mal. C'est pour ça que j'ai fait ce Robin dommage, parce que ça change un petit peu, et puis on essaie de chercher autre chose que ce qui existe déjà, quoi. Mais bon, pour l'instant, la majorité des gens restent sur les classico-classiques, on va dire. On commence du coup avec les adeptes de Chernabog, hein. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut le bannir pour piocher une carte, donc moteur de pioche. Les balais magiques, c'est exactement la même chose, oui, à peu près la même chose, parce que c'est un moteur de pioche également. On a le package mime, hein, qu'on connaît très très bien. On a le Benja cette fois-ci, qui revient, on va dire, entre guillemets, même s'il avait pas vraiment quitté ce deck-là, avec le moyen du coup de péter des objets en face. Ensuite, on a la Fée Clochette qui revient dans ce deck-là, du coup, avec que en 2 exemplaires, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même déjà ça. Qui nous permet de piocher et de nous défausser du coup juste derrière, donc ça fait du, on écrème notre deck. Et enfin, du coup, bah, le pat, je la considère pas comme une carte nulle, hein, vraiment tout le contraire. C'est vraiment une très forte carte que je jouerai, je pense, le jour où on aura une autre carte qui dit que voilà, tous les tours, vous pouvez reprendre en main un perso et puis rejouer un autre du même montant, enfin en termes d'encre. Là, ce jour-là, je le jouerai, voilà, assurément, quoi. Mais si un jour il y a une carte comme ça, je pense que Pat sera banni direct. En tout cas, bon, ça nous permet quand même, le Pat, il permet de, euh, de bloquer l'adversaire avec ses cartes actions. Je le trouve plus intéressant dans un violet gris, du coup, dans ce deck-là, que dans un Steel Song. Et de toute façon, vous allez voir après que dans le top 1, enfin pas le top 1, le top 2, c'est un Steel Song, et il l'utilise pas à contrario du troisième joueur ou quatrième joueur, je crois, dans le top, qui en utilisait, quoi. Je le trouve pas du tout intéressant dans le Steel Song, comme je disais, mais là dans ce deck là il est quand même, il a sa place, quoi. Disons qu'on a pas mal de tour 3, on a la Madame Mime, on a Benja, on a la Clochette et lui-même. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre du deck auquel vous faites face. Voilà, si vous faites face à un Steel Song, bien sûr qu'il aura une utilité, mais voilà, ça dépend du cas de figure, quoi. Donc ensuite on a la Madame Mime éléphante, du coup, qui est juste à un seul exemplaire, parce que c'est pas non plus la carte super forte, quoi, parmi les Madame Mime. À côté de la mime renard est plus forte que la éléphante, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, la éléphante, si elle est là, si elle est sur le board et qu'elle fait son petit chemin, eh bien, ça reste quand même une carte hyper intéressante. Donc,
voilà, s'il la met, c'est très bien, je pense, le joueur, et après, voilà, s'il l'a pas, c'est pas très grave, quoi. Ensuite, on a le package des merlins, bien sûr qu'on connaît, hein, la goth et puis le lapin. Et là, pour le coup, le joueur a fait le choix de mettre les 2 lieux, de mettre un petit peu moins de châteaux. Effectivement, il arrive un peu plus tard. Et ça, c'est encore un tour 3. Vous voyez, dans son panel de tour 3, il y en a quand même pas mal, hein. De toute façon, dans Link Curve, ici, on le voit, hein, c'est vraiment en majorité des cartes qui coûtent 3, et ensuite, voilà, 4, et puis on n'a rien à 5, et puis ensuite un petit peu de 6, et puis basta, quoi. Donc c'est vraiment un deck qui joue quand même assez rapidement, dans les premiers tours, quoi, et dans le middle et fin de game, voilà, quand tu as pas mal d'encre, tu peux vider ta main. Voilà, c'est assez intéressant. Voire piocher, 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 et du coup pouvoir jouer quand même en quantité derrière, parce que avoir beaucoup de solutions, jouer beaucoup de choses en un seul tour, parce que vu que ça, il y a beaucoup de cartes qui coûtent pas grand chose, voilà, ça amène pas mal de solutions, pas mal de cartes à jouer, quoi. Et la bibliothèque et le château de la reine, c'est 2 cartes qui vont vous permettre de piocher, et ça, c'est très bien. On va passer à un autre deck du top 8 qui est arrivé en 7ème position du coup, et c'est le Muses Song. Là, c'est génial. Voilà, c'est ce que je vous avais dit juste avant. On a enfin un nouveau deck, et surtout un deck qui n'était absolument pas joué jusqu'à maintenant. Les couleurs vert et bleu. Voilà, ça c'est des couleurs qu'on n'a jamais vues une seule fois, ou alors très peu de fois, en tout cas dans les 4 premières extensions. On a quand même pas mal de cartes. On a Typo en premier, du coup, en 4 exemplaires. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc là, c'est carrément plus balèze qu'une grand-mère Tala. C'est une carte vraiment géniale. Ça va vous permettre de vous avancer dans votre game vraiment très rapidement. Ensuite, on a les muses, qui est le moteur du deck, hein, voilà. Elle a hors d'atteinte, et chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez choisir un personnage avec 2 de force ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc aussi bien les vôtres que ceux de vos adversaires. Donc du coup, c'est assez polyvalent, c'est très bien. Ça permet de gérer quand même pas mal de choses. Ensuite, on a le Flaversham, le moteur de pioche, hein, bien entendu, et cette fois-ci en 3 exemplaires, hein, parce qu'on a quand même de quoi piocher à côté. Voilà, on a Crois-moi, j'ai vu pire. Bon, on va le voir juste après. On a aussi la glace. On a aussi N'oublie pas qui tu es également. Voilà. Il y a quand même pas mal de solutions. En tout cas, du 7-5 là, qui nous fait piocher, il y a quand même 1, 2, 3. Ouais, 3 cartes en plus qui se rajoutent du coup à nos decks du coup pour piocher. C'est pas inintéressant de retirer un flavor, voilà, pour jouer autre chose. Mergotelk du coup est nouveau, elle fait partie du 7-5, et lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le renvoie dans sa main. Ça va vous permettre de faire perdre du temps à votre adversaire, donc ça c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien d'ailleurs aussi. On a la Clarabelle qui, à la fin de votre tour, choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous piochez pour en avoir autant que lui. Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir un gros moteur de pioche quand même, hein, en 4 exemplaires, donc ça c'est pas négligeable, et puis ça va être joué très rapidement. Ensuite, on a le Tamatoa qu'on connaît bien, mais qui du coup n'est pas voilà, le perso principal du deck. On l'a que en 2 exemplaires. On a ensuite N'oublie pas qui tu es, qui est un gros moteur de pioche également. Choisissez un adversaire si vous avez moins de cartes en main que lui, piochez pour en avoir autant que lui. Donc c'est une Clarabelle version action qui coûte 4. Très bien. On a Crois-moi, j'ai vu pire, qui nous permet une très bonne carte, celle-là, qui n'a presque jamais été jouée. Qui coûte 2, vous piochez 2 et vous en choisissez une, vous défaussez d'une carte, donc c'est un pioche 2, voilà, c'est un pioche 1 plutôt pour 2, mais c'est une chanson, ça a l'avantage d'être une chanson, donc c'est très bien, vous allez pouvoir la chanter avec même Typo, le personnage le plus faible de votre deck. Pour les hommes, pareil, ça va embêter votre adversaire, et ça va surtout gérer tout ce que vous voulez à part ce qu'il y a hors d'atteinte, voilà, donc c'est très bien. Sous l'océan, ça va justement gérer peut-être les hors d'atteinte que vous n'arrivez pas à gérer, qui ont 2 de force ou moins. On pense au Prince-Jean, on pense au voilà, le pauvre Bucky qui n'est plus. On pense à tous ces trucs là.
Donc c'est assez cher à payer quand même, un 8, hein, donc ça arrive pas tout de suite quand même, mais ça sync together. Voilà, le sync together, ça va être assez pratique, donc du coup il va vous falloir deux persos, étant donné que vous avez quand même des balaises dans le deck, donc ouais, c'est pas impossible à réaliser quoi. On a la plume qui nous permet d'ancrer et on a le fameux sous-fétiche qui termine des games en 2 tours. Voilà, on va passer au deck qui est arrivé du coup en 6ème position et c'est le Sing Together qui est vert, jaune, voilà, jaune-vert, voilà. Ambre, émeraude plus précisément. C'est très très bien d'avoir quand même un petit peu plus de diversité là maintenant. Enfin, je pense qu'il y aura un petit peu plus de diversité. Voilà. C'est pas dit, mais là on voit du vert jaune, on voit du violet gris, on voit du bleu vert. On va voir du steel song également. On va sûrement, bien entendu, voir du rubis améthyste. On va voir pas mal de choses, c'est très très bien. Je pense que cette méta là va être assez variée parce qu'il y a encore plus de cartes, donc encore plus de possibilités différentes. Voilà, donc c'est très bien, c'est très très positif tout ça. On va retrouver peut-être une méta qu'on avait dans le set 3 où c'était vachement équilibré, on n'avait pas de tiers 0. Voilà, on verra de toute façon. Je m'avance un petit peu de trop peut-être, mais je pense pas qu'il y aura de tiers 0 dans cette extension. Donc on a une Kida, une seule. Hein. Faut pas déconner, on en met pas non plus des masses, hein, ça sert à rien. Juste une Kida qui nous permet peut-être plus tard de l'alter avec la Kida qui est Floatborn. Ensuite on a également une seule Clarabelle qui va nous permettre de payer 2 supplémentaires, donc 3, et pour au final bannir un objet. Ça peut être une solution, moi j'aime beaucoup ces petites cartes communes là qui nous donnent des solutions middle et late game. C'est très très bien, c'est des très très bonnes choses qu'ils nous ont fait là. On a la Ursula classique qui nous permet d'aller chercher des chansons dans la main adverse, donc très très bonne carte hein, qui sera encore énormément jouée. Pourquoi? Parce que justement il y a quand même pas mal de decks qui jouent pas mal de chansons, et à se rappeler que les chansons c'est des cartes qui nous permettent même de les jouer gratuitement en chantant avec un personnage, donc c'est l'une des mécaniques les plus fortes, voire la plus forte de l'Orcana. Le Mélomane, voilà, c'est horrible. Cette Ursula sera jouée et rejouée, je pense même au 7-6, 7, etc. Parce que voilà, ça nous permet de gérer un petit peu la main de notre adversaire et de lui contrecarrer un petit peu ses plans, donc c'est une très très bonne carte. On a la Ariel qui va chercher des chansons, on la connaît bien. On a le Diablo qui nous permet de piocher pendant le tour adverse, donc ça c'est très bien aussi, hein. Et puis ça peut être une diversion. Moi j'aime bien l'appeler comme une diversion ce Diablo. Pourquoi? Parce que vous allez la mettre, mais votre adversaire, il aime pas cette carte. Vous voyez, il aime pas cette carte et il a envie de s'en débarrasser parce que c'est chiant, voilà, il va vous voir piocher, etc. Donc il va viser le Diablo, mais en faisant ça, il vise pas autre chose. Il vise pas des Ariel, par exemple, il vise pas des Ursula à côté ou des Muses, enfin pas des Muses, pardon, des Kida ou des Lucifer. Bon, des cartes comme ça, en tout cas, il les gère pas. Il est obligé de gérer le Diablo. Dans d'autres decks, ça marcherait aussi. Hein. Ça fait une diversion pour un petit peu voilà, mettre. On commence à le voir dans l'Orcana, mettre plusieurs stratégies différentes dans votre deck. Vous placez plusieurs pions, chacun a son utilité, chacun a ses capacités qui embêtent votre adversaire, et donc du coup votre adversaire doit faire un choix. Là, s'il se porte sur le Diablo, et bien du coup il va vous empêcher de piocher. S'il se place sur Ariel, admettons, et bien voilà, il vous empêche de chanter. Donc dans les deux cas, c'est intéressant. Voilà, vous avez un petit avantage par rapport à votre adversaire qui perd du temps à gérer vos persos. Donc voilà, très très bonne carte. Là, dans le deck, il y a quand même pas mal de cartes qui permettent de défausser. Hein. La Ursula, on a le Lucifer, on a Tu m'as oublié, on a le miroir du Prince Jean qui marche très très bien du coup avec le Prince Jean qui porte le miroir dans l'illustration. Ensuite, on a une Ursula, un seul exemplaire parce que on a quand même pas mal de chansons qui sont à moins de 3, mais voilà, c'est pas, on va dire, le gros moteur du deck.
Même si ça marche très très bien, ça combote très bien avec les muses, voilà, c'est pas le moteur. On a les muses qui, on l'a vu juste avant, nous permettent de renvoyer des cartes personnages dans la main de notre adversaire ou dans notre main directement, donc très très bien. Ça nous permet de renvoyer par exemple une Clarabelle qui pourra péter un autre objet juste derrière. C'est vraiment pas inintéressant quoi. Vous avez un Lucifer du coup qui fait bien le taf, voilà, si vous l'avez. Défausse 2 avec un miroir du prince Jean, ça fait très mal. Tu m'as oublié, c'est la même psychologie, sauf que lui du coup il est ancrable. Vous mettez un miroir et du coup un tu m'as oublié derrière, ça, ça fait un peu mal quoi. Le miroir du coup on le connaît, ça défausse votre adversaire, ça le conditionne. Moi pour moi c'est la meilleure carte du set. Là il est que en un exemplaire. C'est pas la stratégie du deck, on va dire. Il a pas besoin de ça pour défausse, etc. Il joue quand même pas mal avec les chansons et les personnages. Le miroir va conditionner votre adversaire à mort sur tout le long de la partie. C'est très très dur de laisser à votre adversaire ce miroir. C'est vraiment embêtant. Il va rester sans cesse avec 3 cartes en main et on en connaît des decks qui veulent piocher en répétition et qui vont vouloir voilà, ouvrir leurs possibilités. Là, ce miroir va leur dire, eh bien, ok, tu peux faire ça, mais à la fin de ton tour, tu vas devoir rester à 3 cartes maximum. Donc ça va le dissuader de piocher. Et si vous le dissuadez à piocher, ça rajoute encore une condition à votre adversaire. Voilà, c'est chiant. Voilà. Et on sent avec ce 7-5, de toute façon, on sent cette part de gameplay qui maintenant conditionne votre adversaire. Il y a un peu plus de cartes qui fait ça. En tout cas, il y en a plus maintenant en 5-7 de l'Orcana. Et donc, voilà, on va avoir de plus en plus des decks comme ça qui conditionnent un peu et qui feront des parties un petit peu plus complexes. Donc, ça, c'est très très bien. On a C'est la fête qui revient, hein, qui était oublié quand même depuis un sacré bout de temps, mais qui est là maintenant. Et qui permet d'aller chercher des personnages. On a pour les hommes, bien entendu, parce que ça permet de gérer tout ce que vous voulez. C'est, je pense, la chanson du 7-5. Hein. C'est vraiment la meilleure chanson de ce set. Il y avait quand même pas mal de cartes différentes dans ce deck, franchement. J'ai dû dépasser un petit peu l'espace, on va dire. J'en ai mis 2 là, bon, pas eu le choix. Un deck très très intéressant avec une curve qui quand même voilà, est bien, encore une fois, bien chargé de persos qui sont pas chers et qui a une pente descendante. Il y a cette in-curve qui fait cette pyramide, voilà, c'est assez bien, c'est très facile à jouer. Ensuite, qui arrive du coup en 5e position, oui, c'est le Steel Song. Et oui, alors là, au niveau de la in-curve, elle est quand même pas très pyramidale, tu vois. C'est vachement... c'est assez complexe, quoi. Les cartes ancrables, il y en a quand même pas mal. On a quand même un petit peu plus de cartes non ancrables, mais ça va, c'est vraiment plus de 50% du deck, hein, quand même. On est sur du 70% à peu près, je sais pas. Donc on est bon quand même. On a du coup, bah, comme d'hab, hein, le package qu'on connaît. Hein. On a le pat en 3 exemplaires, du coup, qui empêche notre adversaire de jouer des cartes actions. Donc du coup, si on fait face à un Steel Song, encore une fois, eh ben, on va l'embêter, ou même d'autres decks de toute façon. On a un seul Prince Navin. Un seul. J'ai pas la... Ça va dépendre du deck, mais j'ai l'impression que le Prince Navin ne va pas être non plus une carte ultra jouée. Pour l'instant, il y a une grosse hype là-dessus. On la voit comme la carte la plus chère de l'extension du 7.5, mais je pense qu'elle va baisser, étant donné que là actuellement elle est à 35 €. Je pense qu'il y a des chances qu'elle baisse si on voit quand même dans plusieurs decklists qu'elle est en un seul ou 2 exemplaires maximum. Et ça serait pas non plus stupide de la jouer avec peu d'exemplaires, parce que on a d'autres choses à jouer, quoi. C'est sûr que jouer une chanson gratos c'est bien, mais est-ce qu'on a envie de jouer forcément un Ce rêve bleu et 4 alors qu'on a peut-être d'autres solutions dans la main?
Est-ce qu'on a envie de jouer un Tuon la bête T4 alors que notre adversaire il a peut-être mis un seul ou deux persos maximum que l'on peut gérer facilement en tout cas? Est-ce qu'on a envie de jouer une carte perdue dans l'hiver qui du coup ou même il en faut peu pour être heureux, qui coûte pas très cher, voilà, qu'on peut jouer avec une simple Cendrillon? Un Zeus à la rigueur, on a envie de le jouer T4, voilà, ça nous fait une plus-value quoi. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on ne joue pas beaucoup de Prince Navin dans ce deck-là. Peut-être pas forcément besoin de lui, quoi. Hein, on a des Ariel pour ça, on a des Reines, on a des Réponses, on a des Robin des Bois, on a des Fées Clochettes, on a des Cendrillon aussi. Voilà, je pense pas que... Alors il y a une grosse hype sur le Prince Navin, c'est une très bonne carte, hein, ça vous fait jouer des chansons gratos hein, qui coûtent 6 ou moins. Je pense que dans l'avenir, ça sera une carte aussi ultra pétée. Mais voilà, je pense que c'est pas non plus le gros moteur du deck, et je pense que cette personne qui a fait ce deck là l'avait compris aussi. Voilà, on a d'autres solutions, quoi. La Ariel Floodborn, qui, mine de rien, était vraiment pas du tout jouée, alors que c'est quand même les mecs, c'est quand même une carte qui dit que à chaque fois que vous jouez une chanson, vous payez 2 et vous mettez 3 à un personnage en face. C'est un rasboard de malade. Déconnez. Lorsque vous avez au minimum 4 d'encre, vous mettez 6 de dégâts en face, quoi, parce que vous avez des chanteurs. Donc voilà, vous avez la possibilité de chanter au lieu de payer vos chansons et faire le ménage derrière, quoi. Vraiment, c'est vraiment une très très forte carte, quoi, qui résiste quand même pas mal aussi. Qui peut l'aurer, d'ailleurs. Ah, c'est pas non plus... c'est pas elle, c'est pas cette Ariel précisément qui doit chanter la chanson pour activer la capacité. C'est vraiment à chaque fois que vous jouez une chanson, donc ça devrait être un peu plus joué quoi. La flûte qui est présent que en 2 exemplaires, ça y est. On arrive à la fin de la chute, la fin du règne de la flûte, pardon. On pensait tous à Alan Adale, je sais plus comment ça s'appelle. Le coq de Robin des Bois, je me suis plus. Alan Adale? Je sais plus. Bref, vous me le direz en commentaire. C'est cette carte ancrable que on disait tous, ouais, remplaçant de la flûte. Pas que Nenny, parce qu'il arrive tour 4 et puis en plus, bon, il est ancrable, ok, mais voilà, tour 2, là, vous avez la flûte. Donc, voilà. Après, le problème, c'est que vous avez peut-être d'autres choses à jouer tour 2. Là, dans ce deck-là, non. Vous avez Mouche. Voilà, et c'est tout. Vous avez aussi cette chanson-là. Mais je pense que c'est un bon tour 2, malgré tout. Est-ce que vous avez besoin d'une flûte? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que les chansons se suffisent à elles-mêmes. Peut-être que jouer des flûtes vous retarde peut-être finalement dans votre partie, donc je sais pas. On verra ça. On passe maintenant au top 4, et le top 4, c'est le Cogwars and Friends. Alors là, la Incurve, elle est plate. Hein. Elle est plate comme Incurve, c'est vraiment 1, 2, 3, 4 des... Voilà, 8 exemplaires à chaque. On a un pic de T5 et ensuite on a une baisse, voilà, c'est classique, hein, c'est très très bien. Très bonne Incurve, on va dire pas classique du tout, c'est pas une pyramide non plus, très très belle, mais elle est quand même là. On n'a pas trop de non ancrables, mais on en a quand même un peu plus de non ancrables que le style son qu'on vient de voir. Attention, même si bon, vous connaissez mon avis là-dessus, les non ancrables, c'est pas grave quoi. Je veux dire, si ça fait partie de plus de 30% de votre deck, c'est très mauvais. Mais si vous en avez pour 60, 70% dans votre... Enfin, si vous avez 30 à 40%, 40% grand maximum de non-ancrable dans votre deck, c'est pas parce que vous avez ça que vous allez avoir un deck injouable quoi. À Magic, vous avez 30% du deck qui sont des ressources. Ah, c'est le problème de Magic. De toute façon, voilà, dans un deck de 60 cartes, vous avez 20 terrains, 25 terrains, voilà, maximum. Vous arrivez très bien à jouer, quoi. Le problème étant, c'est que si vous n'avez pas les terrains dans Magic, eh bien vous faites des tours à vide. Voilà. C'est le gros problème que l'Orcana corrige un petit peu en faisant de leur carte, n'importe quelle carte ancrable, du coup, des manas, donc du coup des encres pour ce jeu. Ça règle le tir, mais ça veut pas dire que du coup, si vous avez que des. Enfin, si vous avez 30 à 40% de votre deck
qui est non ancrable, ça veut pas dire que vous allez pas pouvoir jouer du tout, quoi. Au contraire, vous avez quand même pas mal de ressources derrière, 60% minimum. Très bien. Vous avez Chicha. On fait coucou à Chicha. On a du coup cette Chicha qui coûte 2, qui est hyper intéressante. Hein, voilà, tu vois, c'est quand même une carte hyper intéressante. Une de 1 qui a soutien. Bon, soutien, ça. Attention à soutien, hein, on verra dans les prochains jours. Hein, peut-être que ça pourrait être quand même sympa, hein, Chicha, le soutien, pardon. ça pourrait être une capa. Enfin, une mécanique hyper intéressante. Durant votre tour, lorsque vous placez une carte dans votre réserve d'encre, si c'est la deuxième ce tour-ci, vous piochez une carte. Truc de malade, quoi. Alors, Mickey Mouse, ça va vous faire piocher une carte. Comment s'appelle le. Je cherche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La plume en forme d'arête. Le Donald à côté qui dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre. Voilà, face cachée et épuisée. Voilà, encore une carte qui vous dit voilà, Chicha, ça va vous faire piocher. Voilà. On a le Simba du 7-5 qui va vous permettre d'aller chercher des objets. Hein, voilà, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et ou un lieu pardon, et le bannir. Donc très intéressant, ça va vous permettre de gérer quand même des châteaux de la reine et des bibliothèques qui sont quand même, ou alors même des MacDuck Manor, qui sont quand même assez chiants à aller chercher, on se le cache pas. La plume en forme d'arête pourra faire avancer notre jeu, et le sous-fétiche qui termine des games en 2 tours, ça on le sait bien. Maintenant on va voir le top 3, le joueur ou la joueuse qui est arrivé en 3ème position, et c'est avec un Steelsong qui joue patte. Donc on a le package classique qu'on avait vu juste avant, hein. On a les Cendrillon qui chantent, on a la Daisy, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que ça fout là dans le Steelsong? Eh bien, ça fout là pour une bonne raison. Voilà. Parce que, si vous regardez bien, on n'a pas le fameux Piglet, que Frank Karsten, un gros joueur de Magic et une personne qui écrit aussi des articles pour Channel Fireball ou plutôt TCG Player. Je crois que c'est plutôt pour TCG Player que Channel Fireball, mais je peux me tromper. C'est des groupes américains, c'est des sites internet américains, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un gros joueur qui du coup avait remporté Lille, hein, c'était lui le champion de Lille. Et là pour le coup, on n'a pas de Piglet, on a Daisy, je pense, qui le remplace, parce que c'est un T1 qui va vous faire lorer T2 et T3. Très intéressant comme carte. Maintenant, ça vous fait piocher votre adversaire, donc il faut faire très attention avec cette carte aussi. En plus, elle n'est pas ancrable, donc du coup, vous êtes obligé de la jouer, cette carte. Je pense que ça reste quand même une très 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 bonne carte. Maintenant, je suis quand même plus attiré vers une future capa, comme je vous l'ai dit, qui nous permet de lorer tout de suite comme charge, mais pour lorer maintenant, ce serait une mécanique beaucoup plus intéressante que cette Daisy, mais cette Daisy a le mérite d'être costaud et c'est très bien. On a du coup la reine qu'on connaît bien, on a le Robin des Bois qu'on connaît bien, on a la Ursula qui nous permet de Meloman 4, hein, qui nous permet de chanter quelques chansons qu'on ne pourrait pas chanter avec la Cendrillon, hein. Donc ça arrive tour 2, c'est une possibilité, hein, voilà, pour jouer des Zeus, c'est très très bien. C'est vraiment une très bonne carte, ou alors même des Perdus dans l'hiver ou des Plus ardents, mais ça, la Cendrillon le fait déjà. C'est vraiment pour aller chercher des gros trucs avec le Zeus, quoi, tour 2, tour 3, on va dire. C'est vraiment pour ce cas-là. On a le pat pour encore une fois bloquer les actions de notre adversaire, et on sait combien il y a de cartes actions, donc c'est une très bonne carte également. À voir maintenant comment évolue la méta, et est-ce qu'un Ruby Améthyste qui ne jouerait pas beaucoup de cartes actions rentrerait dans le game encore une fois et ferait très 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 mal à des decks Steelsong et autres, et donc du coup le pat il servirait peut-être un petit peu plus à rien, et donc du coup on le retirerait des decklists. Ça c'est une possibilité, vous allez voir, de toute façon le meilleur Steelsong il est juste après et il l'utilise même pas. On a Perdu dans l'hiver qui est un anti-bête, Plus ardent pareil, Zeus et Tuons la bête, et bien entendu le gros moteur de pioche du deck Steelsong, c'est ce rêve bleu, bien entendu. Ensuite on passe du coup au top 2, le deuxième deck le plus fort, c'est celui-ci, dans ce tournoi-là, en tout cas de 42 personnes. On a toujours le même package, cette fois-ci il joue également
la Daisy, mais cette fois-ci, il joue quand même le Piglet. Voilà, il joue quand même le Piglet parce que ça reste quand même une très bonne carte qui arrive T2, potentiellement T3, vous allez la jouer, T4, vous allez avoir automatiquement 3 personnages si vous n'avez pas en face un deck qui joue quand même anti-bet à fond. Vous allez l'aurer à 3 quoi avec le Piglet, c'est quand même voilà, Frank Karsten, je comprends absolument pourquoi il a foutu cette carte là dans le deck quoi. On a le Lorenz qui est quand même assez embêtant. Tour 3 quand même une 4-4 qui l'aura 2. Voilà. C'est quand même un peu chiant hein. On va pas se le cacher. Maintenant si on arrive à le gérer avec juste un petit anti-bet et puis ensuite on peut se lâcher là-dessus, voilà. C'est assez simple à gérer mais quand même si on n'a pas l'anti-bet, c'est très chiant. Et on a la fameuse Ariel qui nous permet, encore une fois, de gérer un petit peu le board en face. Hein. Cette carte-là, elle est super. Elle est vraiment super, les amis. Elle est vraiment à jouer, quoi. Et on n'a pas... on a passé, enfin maintenant c'est la fin des personnages, mais on voit du coup qu'on ne joue pas le Pat dans ce deck-là. On n'en a pas besoin, effectivement. Il est remplacé par on dirait le Lorenz et le Benja. Je pense qu'ils ont une meilleure utilité, même si bon, le Pat aurait son utilité sur un tour ou 2 tours. Voilà, ça c'est clair. On empêche le Steel Song de jouer pendant un tour des chansons, il joue que des persos. Ah, ça l'embête un peu, mais après c'est fini quoi. Voilà. Donc je comprends pourquoi la personne l'a remplacé totalement. On a le Défausse, on a de quoi gérer aussi un gros personnage avec le grand génie du mal, par exemple des Cendrillon Floodborn, hein. Ça c'est très dur à gérer, cette carte là peut le faire en un clin d'œil comme ça. On passe au top 1, et qu'est-ce que c'est ce top 1? Eh bien c'est un Sing Together, un vert jaune, les amis, c'est bien ça, voilà, c'est très beau, c'est très très beau de voir des decks un petit peu voilà, tier 3 d'avant qui arrivent voilà, un petit peu à devenir tier 1 dans une méta actuelle. Pourquoi pas, ça serait assez intéressant. On l'a déjà vu ce deck, hein, on l'a vu passer sur les places juste avant. Celui-ci, c'est celui qui a réussi à se qualifier, hein, top 1. Il est pas forcément meilleur, mais il a peut-être mieux joué, le gars. Voilà, il joue du coup exactement la même chose, hein, j'ai l'impression, à quelques détails près. Là, on dirait que c'est un petit peu une version un petit peu plus classique du fameux deck Sing Together qu'on avait. Enfin, en tout cas, non, c'était un Ambre Emerald Discard qu'on avait avant. C'est une version un petit peu plus classique qui se rapproche de celui-ci, mais avec quelques subtilités maintenant avec les cartes du 7-5, comme le Prince Navin du coup, qui nous permet voilà, de nous aider quand même pas mal, parce qu'il y a Ne parlons pas de Bruno, pour les hommes qui sont quand même des chansons assez chères, en 3 exemplaires chacun, donc plutôt pas mal. Dommage que tu m'as oublié, c'est pas une chanson, mais ça aurait été une chanson, elle aurait été ban cette carte. c'est comme le qui trouve garde, c'est vrai que bon, elle aurait pas été ban, mais ça aurait été quand même une carte qui aurait été ultra jouée. Et tu m'as oublié une chanson qui coûte 4, qui défausse 2, ouais, non, oublié. On oublie l'idée. On a du coup les muses qui nous gèrent le board en face, ou permet de remettre dans notre main une petite Ariel voilà, pour aller chercher d'autres chansons, etc. Donc c'est très très bien. On a pour les hommes qui gèrent tout ce qu'on veut, encore une fois. Sous l'océan qui reste, je pense, une carte qui sera quand même pas mal jouée, je pense, dans ce set. Plus que dans le set précédent, je pense. Ensuite, on a la crique cachée et la tour de réponse, qui sont tous les deux en un seul exemplaire. Alors la crique, on la connaît, hein, elle renforce nos personnages en force et en volonté, pardon, mais juste de 1. C'est pas terrible. Là, la tour de réponse, elle augmente la volonté de nos persos à 3. À 3, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Ça vous permet d'aller garder, par exemple, des tristes cires, des 3-4 insaisissables tour 2. Enfin, tour 3, on va dire. Quand même pas négligeable, quoi. C'est quand même une très très bonne carte, très très intéressante. Donc, même un prince Jean, par exemple, un prince Jean, ça fait le café. C'est vrai que la crique, ça peut quand même bien gâcher la stratégie des sous l'océan et des 6 sous. Des 6 sous qui virent les persos à 2 et moins.
6 sous Floodborn, pardon. Donc, voilà, c'est quand même deux lieux hyper intéressants. L'un et l'autre n'ont pas vraiment la même utilité, mais si vous les avez, c'est quand même très 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 bien. Et bien voilà les amis, on a fait le tour de ce Meta Report, on a vu les 8 decks qui se sont qualifiés dans le top 8 de ce tournoi de 42 joueurs qui représentait un petit peu le début de la méta du 7-5. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc du coup si c'est le cas, eh bien lâchez un petit pouce vers le haut bien entendu, on s'abonne, c'est hyper important, on a eu une grosse montée là, on est à 1200 et quelques abonnés, je vous en remercie énormément, mais on peut encore faire mieux, on peut monter un petit peu plus haut, oui, j'ai confiance en vous, vous allez vous abonner, ça me soutient énormément, merci à vous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, hein, je suis beaucoup plus présent d'ailleurs sur Instagram, je le répète tout le temps, mais voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.